Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui qui va traiter de la manière d'améliorer vos compétences et développer vos capacités en leadership humanitaire. Je suis enchantée de vous retrouver. Je sais qu'on va être nombreux durant cette heure et demie, tous et toutes ensemble. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons la chance d'avoir avec nous un certain nombre de diplômés et également de participantes actuelles de diplômes d'études supérieures en leadership humanitaire. Pour vous présenter un petit peu le cadre et les modalités de ce webinaire, on l'a voulu vraiment pratique. C'est la raison pour laquelle on va avoir un temps pour pouvoir vous présenter ce cursus, les modalités, la manière dont il fonctionne, mais surtout ce que l'on a voulu, c'est donner du temps d'échange, de partage avec ces diplômés, avec cette participante actuelle de la cohorte présentement, et donc d'avoir les possibilités que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez au sujet de ce cursus, et puis surtout sur le parcours et l'expérience qu'en ont ressorti nos panélistes. Quelques mots sur peut-être les modalités de ce webinaire. On va être nombreux en ligne. Il y a eu de nombreuses personnes qui se sont inscrites. Donc, on va avoir une possibilité de prendre au maximum vos questions et on vous invite à les poser dans la boîte de discussion qui va être en bas au centre de votre écran, et donc d'avoir aussi de les prendre au fur et à mesure pour pouvoir les traiter par nos panélistes et qu'ils puissent aussi partager avec vous. Je vous propose qu'on commence maintenant un petit peu sur poser le cadre de ce diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. Je voulais revenir avec vous et sur les éléments historiques, quelques dates qui ont été clés pour le cursus. Et je vais demander à Michael qui m'accompagne aujourd'hui, merci de passer à la slide suivante. Donc, on est sur un cursus qui a une dizaine d'années et qui repose essentiellement sur un constat largement partagé parmi nous et dans le secteur du besoin de renforcer le leadership humanitaire et en particulier les rapports d'ALNAP sur l'état du système humanitaire qui, dès 2010, mettent l'accent, toute région confondue, toute institution confondue, sur une efficience des opérations qui gagnerait à être plus encadrée, plus leadée par des personnes qui ont développé des comportements et des compétences de leadership. C'est sur cette base que l'université de Deakin, en Australie, a décidé de se baser à la fois avec un certain nombre de chercheurs, d'universitaires et aussi de praticiens et praticiennes pour développer ce cursus. On a donc une dizaine d'années d'itération anglophone, donc ça vous donne un petit peu la mesure de ce cursus, et ça repose sur des itérations qui sont à la fois, à la fois universitaires, à la fois académiques, et en même temps avec une très forte composante de pratique pour tenir compte aussi des réalités des humanitaires aujourd'hui. C'est une chose de travailler sur son leadership, mais finalement, c'est un concept qui a été beaucoup développé dans le secteur privé. Et bien là, il y a eu la volonté très forte de développer le leadership, mais ajusté, contextualisé au secteur humanitaire et développement. Et puis, avec un fort plébiscite francophone, il y a eu la volonté de Deakin, encore une fois, et du Centre de leadership humanitaire de développer ces itérations, de les proposer en francophone. Et ça a été le cas grâce à un financement de la coopération états-unienne, OFD à l'époque, BHA aujourd'hui. Et donc, sur une grosse année, ce développement académique francophone a pu voir le jour grâce à une collaboration entre Deakin, le Centre de leadership humanitaire, et puis une ONG très opérationnelle qui est Action contre la faim. Et donc, on a depuis 2017 des itérations
francophones à raison d'une cohorte par an qui voit le jour. Et donc, on en est ravis parce que non seulement ça répond à une énorme attente à la fois du secteur, mais ça répond bien sûr aux attentes qu'il y a de la part des praticiens, praticiennes, que ce soit dans le secteur humanitaire à proprement parler ou par extension également au secteur du développement. Et on sait à quel point dans nos régions, la notion de nexus et donc la frontière entre l'humanitaire et le développement est ténue. Aujourd'hui, et je voulais terminer avec ça, on est en mi-2022, vous avez pu, pour certains et certaines parmi vous, peut-être le voir, une campagne qui a été lancée déjà depuis le mois de mars et qui va durer jusqu'au mois de juin et qui va permettre à l'ensemble des personnes intéressées de pouvoir candidater, déposer un dossier pour pouvoir rejoindre la prochaine cohorte qui fera sa rentrée donc en septembre de cette année. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais qu'on passe maintenant à ce qui nous intéresse dans le cœur du sujet, qui est en fait le modèle andragogique qui est proposé dans le cadre de ce cursus. Alors, c'est une méthode, je le disais, une méthode andragogique qui est adaptée aux acteurs et actrices de l'humanitaire et du développement. Quand je dis andragogique, elle a été conçue non seulement évidemment pour des adultes, mais qui plus est, des adultes qui sont professionnels, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience dans le secteur et qui souhaitent véritablement développer leurs compétences de leadership. Cette méthode andragogique, elle repose à la fois sur la combinaison de 3 piliers fondamentaux. Le premier qui est l'académique, c'est le cadre qui est offert pour ce cursus. À l'issue de ce cursus, vous obtenez un diplôme qui est l'équivalent d'un Master 1. Donc, il y a une certification avec ce Master. Ça, c'est le premier élément. Il y a, c'est le deuxième pilier, une composante de développement personnel, et on l'abordera dans un instant. Et puis, une troisième composante qui est celle de la pratique, parce qu'on sait que vous êtes des acteurs et des actrices de terrain et que vous avez besoin de concret pour tenir compte aussi des réalités, des évolutions de notre secteur et donc aussi des aspects extrêmement pratiques. On a à la fois du théorique et on a énormément de pratique. Ça se décompose en 4 unités sur 9 mois. La première unité, elle s'intitule « Le monde humanitaire » et elle couvre 11 semaines. Ce modèle, il est sous forme d'un engagement sur une plateforme d'enseignement à distance qui appartient à l'université de Deakin et qui va, dans notre cas, couvrir le monde humanitaire. Alors évidemment, c'est très vaste comme sujet. L'objectif de cette unité, il est de pouvoir rentrer sur des concepts qui sont partagés, qui sont connus ou moins connus, mais qui, dans tous les cas, vont être débattus tout au long de ces 11 semaines au travers de l'historique du secteur humanitaire, des éléments historiques et comment on débat aussi, comment on remet en question un certain nombre de références historiques, comment dans d'autres zones géographiques, cet humanitaire est conçu. On a le présent avec les enjeux liés aux principes humanitaires, aux valeurs humanitaires, la manière dont elles se posent, les dilemmes que ces principes aujourd'hui peuvent être amenés à se confronter. Et puis, on va avoir une dernière partie au cours de ces 11 semaines qui va traiter aussi le futur du secteur et comment on peut aborder aussi, au regard des évolutions très rapides, l'avenir pour notre secteur et la manière de se positionner en tant que leader. Ces 11 semaines, très concrètement, cela signifie à la fois ça recouvre en fait des lectures bibliographiques, ça recouvre un séminaire hebdomadaire, ça recouvre un engagement avec des évaluations, puisqu'on a aussi cette
cette couverture, cette ombrelle académique, donc également un certain nombre d'évaluations qui vous sont proposées. Je vais être très honnête avec vous, c'est un engagement, mais l'ensemble du cursus, et je vois déjà certaines de nos panélistes qui sourient, je vais le dire très honnêtement, c'est un engagement qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance et du temps. C'est de l'engagement personnel, il faut y réfléchir avant de candidater, c'est de l'engagement et ça représente, on l'estime, à peu près une dizaine d'heures d'engagement par semaine. Et je suis sûre que ça va susciter des questions. Là encore, n'hésitez pas parce que c'est sur cette méthode vraiment centrale qu'on veut aussi vous faire réagir dans l'audience. Je suis certaine que la raison pour laquelle aussi vous vous êtes inscrite, c'est pour pouvoir explorer aussi un petit peu plus dans le détail cette méthodologie et puis poser des questions à nos panélistes. La deuxième unité, elle est sur le développement de son leadership humanitaire. Alors, c'est une unité qui, contrairement à la première, vous le voyez, elle n'est pas sur 11 semaines, elle est considérée comme une unité intensive. Intensive parce qu'elle se déroule sur 10 jours consécutifs, le week-end inclus, je tiens à le préciser, et elle se déroule en digital, de manière totalement en vase clos, dans un environnement qui est conçu spécifiquement pour travailler sur votre leadership humanitaire. Et en complément de la première unité qui a abordé les concepts, qui a abordé des éléments analytiques, qui a abordé des premières autoréflexions, eh bien, le développement du leadership humanitaire, c'est une unité qui va être très pratique et donc qui va, pour la première fois, envisager de manière très spécifique ce que l'on entend par leadership, quels sont les comportements sur lesquels on souhaite au cours du cursus vous accompagner. Et c'est aussi une unité qui est largement dédiée au développement personnel. Et je vais laisser la parole à ma collègue qui est avec nous aujourd'hui, Camille, pour vous en parler un petit peu plus dans le détail. Merci Ségolène, bonjour à tous et à toutes. Alors pendant l'unité 2, qui est très intensive, comme l'a précisé Ségolène, vous serez accompagné par un ou une coach pour des sessions de coaching individuel et des sessions de coaching de groupe. Cet accompagnement vous permettra d'identifier vos forces, d'éventuels obstacles au développement de votre leadership, vos axes d'amélioration, et vous permettra de faire un travail d'auto-réflexion sur l'expérience de cette unité intensive. Merci Camille. Donc, on a à la fois l'introduction au leadership, les comportements sur lesquels on souhaite vous accompagner, le développement personnel comme l'a décrit Camille, et puis, encore une fois, de la pratique et donc une simulation pratique tout simplement pour vous permettre de mettre en situation ce que l'on a découvert, creusé avec vous tout au long des unités 1 et de l'unité 2. La troisième unité, elle nous permet de revenir riche de ces deux premières unités et elle va traiter du leadership dans les opérations humanitaires. Sur le format, elle ressemble à la première unité, c'est-à-dire que de nouveau, on revient sur une unité qui s'étale sur 11 semaines à raison d'une dizaine d'heures de nouveau de travail personnel qui doit être fourni de votre côté. Pourquoi le leadership dans les opérations humanitaires? Eh bien, tout simplement, c'est un agrégat on revient à la fois sur les concepts, de nouveaux concepts qui ont pu être abordés, mais finalement des concepts avec lesquels que vous manipulez finalement tous les jours. Quand je parle de localisation, quand je parle de nexus, ce sont des termes que l'on emploie, ce sont des concepts avec lesquels vous jonglez. Et donc, très concrètement, que signifient ces concepts et surtout de manière appliquée. C'est une chose d'avoir l'idée,
c'en est une autre de manipuler cette idée de manière très concrète. Et c'est là où je reviens vers nos panélistes aussi, parce que évidemment, la qualité et l'intensité des interactions sur ces différents sujets, elle tient à ce que vous êtes des professionnels. Et donc, elle tient à vos expériences, elle tient à l'intensité des échanges et à la manière de débattre. Et on va y revenir, c'est parce qu'on a des cohortes qui sont diverses, avec des profils extrêmement variés, que ça va nourrir le débat et permettre aussi de pouvoir confronter les idées, confronter les positions. Ça n'est pas forcément les mêmes positions qu'on retrouve entre des personnels de différentes organisations, et puis qu'elles soient des Nations Unies, qu'elles soient de structures nationales ou locales, que ce soit des ONG internationales. Et à l'intérieur même des ONG internationales, on voit très clairement aussi parfois des oppositions, ou en tout cas des positionnements qui peuvent être variés. Donc, on aborde dans cette troisième unité, je l'ai évoqué, localisation, nexus, on va aborder aussi les questions géopolitiques. Et comme pour l'unité 1, l'unité 3, elle est beaucoup sur l'approfondissement, l'analyse critique, être capable de manipuler les concepts et de vous positionner par rapport à ça, et donc avec de la bibliographie et aussi avec un certain nombre d'intervenants, d'intervenantes. Et on a un plébiscite très fort sur ces interventions pour la simple et bonne raison, c'est qu'on convie des personnes qui peuvent être des universitaires, des académiciens, des personnes qui sont des praticiens et praticiennes dans le secteur, et en particulier, on promeut évidemment les personnes qui sont dans la région pour elles aussi partager de leur propre parcours et comment elles traitent ce matériau-là sur un sujet donné. On va avoir également d'autres diplômés qui viennent partager également leur expérience. Cette unité 3, elle débouche sur la quatrième et dernière unité. Et avant cela, en même temps que l'unité 3 se déroule, et juste en amont de l'unité 4, de nouveau des éléments de développement personnel que Camille va décrire. Alors, en effet, pendant l'unité 3, il y a d'autres éléments de développement personnel. Comme l'a dit Ségolène, vous aurez une session de coaching individuel sur les résultats d'un test psychométrique, le Hogan, que vous aurez passé en amont de l'unité 2. Ce coaching vous permettra de nouveau d'approfondir votre connaissance de vous-même, de vos comportements, de vos forces, mais aussi de ce qui pourrait affecter, pas toujours positivement, et notamment en cas de stress, votre leadership, et donc des comportements que vous pouvez travailler, améliorer, afin d'offrir le meilleur leadership possible. Vous ferez aussi une évaluation 360 pendant cette unité 3 qui vous permettra de collecter des feedbacks, des retours très complets de votre environnement personnel qui, de nouveau, viendront compléter ce portrait de vous-même dans votre environnement professionnel, dans vos comportements professionnels, et vous donner des indications de ce que vous pouvez travailler, de ce que vous pouvez améliorer pendant ce diplôme. Merci Camille. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions. Yaovi, je vous propose, et j'ai vu qu'il y avait également une question de Charlène sur la partie coût du cursus, la partie bourse. On va y venir un petit peu plus tard dans cet échange. Et Fabius qui nous demande la durée de la formation par module de manière détaillée. Et tu as tout à fait raison, ça vous permet de négocier votre disponibilité auprès de vos managers hiérarchiques. Je le disais, on est sur 9 mois et je vous décris un petit peu unité par unité ce que ça recouvre. Donc, 11 semaines, unité 1, un premier intensif qui est en digital de 10 jours, puis de nouveau une unité 3 de 11 semaines. Et ensuite, et on termine avec cette unité 4 qui est de nouveau sur le même modèle que l'unité 2, c'est-à-dire un intensif de 10 jours
et qui porte sur la démonstration de votre leadership stratégique en contexte humanitaire. Cette unité, elle est soit en digital, soit en présentiel. Pour la simple et bonne raison, c'est que depuis 2020, je pense que ça va parler à tout le monde, on a eu la volonté de pouvoir à la fois poursuivre la cohorte avec la cohorte qui était à ce moment-là en formation et de pouvoir lui proposer d'aller au bout d'un cursus et qui ne soit pas un cursus à rallonge qui s'étalerait sur 1 an, 2 ans, etc., mais bien de pouvoir rester conforme à 9 mois ou en tout cas de s'en rapprocher. En fin de compte, ça a pris un petit peu plus de temps, 1 an. L'objectif, c'était qu'on ait une unité intensive qui propose la même qualité académique, qui propose le même accompagnement en termes de développement personnel. Et donc, en 2020, la décision a été prise de digitaliser les unités qui auparavant étaient en présentiel. Sur cette unité 4, aujourd'hui, on souhaite proposer du digital et du présentiel. Donc, ça dépend du contexte, d'une part, mais ça dépend aussi des modalités pour les personnes, et on reviendra un petit peu sur les coûts de la formation, ce que ça couvre, ce que ça ne recouvre pas. Mais en tout état de cause, on veut pouvoir proposer les deux, parce que l'on sait que pour certaines, ça sera possible de nous rejoindre en présentiel. Pour d'autres, en revanche, ce ne sera pas possible pour différentes raisons. Et en même temps, de proposer à ces personnes d'aller au bout de ce cursus de leadership. Et donc, dans cette 4e unité, démontrer son leadership stratégique en contexte humanitaire, c'est bien le parachèvement des 9 mois qui se sont écoulés, et donc un focus très fort à la fois sur un certain nombre de comportements et surtout la mise en pratique. À ce moment-là du cursus, vous êtes à la fin, et donc c'est comment vous allez incarner le leadership qui vous ressemble, celui que vous avez envie d'incarner, celui que vous avez envie de porter, pour pouvoir repartir riche à la fois du cursus, mais surtout riche de tout ce qui aura pu être échangé, débattu avec vos pairs, avec l'équipe académique, avec les intervenants et intervenantes externes. Sur cette unité 4, on garde à l'esprit, bien évidemment, la partie développement personnel également. Et donc, Camille, je te relaisse la main. Merci. En unité 4, vous serez de nouveau accompagné en coaching individuel et en coaching de groupe. Donc, vous allez continuer votre développement, vous allez continuer votre réflexion sur vous-même, vous allez continuer à travailler sur vos forces, à les développer, à travailler vos axes d'amélioration. Vous allez recevoir du feedback, des retours, et vous allez continuer à améliorer vos compétences de leadership avec cet accompagnement. Merci, merci Camille. Donc ça vous donne un aperçu de la méthode que l'on propose dans le cadre du cursus et qui vous accompagne tout au long de ces 9 mois. Je trouve que ce qui est intéressant à ce moment-là de notre webinaire, c'est à la fois, il y a beaucoup de réactions dans la boîte de discussion. Je voudrais qu'on puisse en prendre certaines et donner la parole tout simplement à celles et ceux qui vous parleront bien mieux que nous du cursus, et ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont expérimenté ces dernières années tout au long des cohortes francophones. Donc, je souhaite la bienvenue à Mohamedou, Safiatou, Djeneba et Nathalie, qui nous font le plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Pour certains et certaines, ça faisait quelques temps que l'on ne s'était pas vu, qui viennent de cohortes différentes, et peut-être commencer par vous demander aux uns, aux unes et aux autres, à la fois une présentation très succincte de le poste que vous occupez aujourd'hui, votre affiliation, donc l'organisation, l'institution avec laquelle vous travaillez éventuellement, et puis surtout que vous puissiez nous dire en quelques mots pourquoi avoir choisi de suivre ce cursus à ce moment-là de votre carrière. Je vais peut-être proposer à Nathalie, si tu le veux bien, de commencer. Merci Ségolène. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis Nathalie Ninkiema, je suis au Burkina Faso et actuellement je suis la directrice pays du Centre d'études de coopération internationale. C'est une ONG canadienne qui intervient sur les questions de développement et qui a des actions humanitaires et aussi appuie les initiatives de paix. Globalement, j'ai choisi cette formation parce que ça faisait un certain nombre d'années que je cherchais une formation sur les questions humanitaires. J'ai un background développement et avec le contexte que le pays traverse depuis plusieurs années maintenant, j'ai trouvé qu'il était nécessaire d'avoir des compétences en humanitaire, comprendre le contexte et comprendre aussi les besoins pour pouvoir intervenir de façon adéquate sur le terrain. Et j'ai cherché pendant longtemps quand même et je suis tombée sur la formation. J'étais tellement heureuse quand j'ai lu les détails de la formation et j'ai immédiatement postulé parce qu'il restait quelques jours avant la fin. Et il fallait une lettre de recommandation de son supérieur hiérarchique. Donc, quand j'en ai parlé à mon supérieur hiérarchique, qui est le directeur régional Afrique, il était d'accord en précisant que, au vu de la situation, ce n'était pas évident que je puisse être appuyée financièrement. Heureusement, il y avait une possibilité de bourse au niveau de la formation et j'ai postulé pour cette bourse. J'ai vu au niveau des questions, certains qui demandaient est-ce qu'il y a des bourses. Il y a des possibilités de bourse, notamment financées par l'USAID, pour renforcer l'action des femmes dans l'humanitaire. Et là, j'ai été retenue et j'ai pu faire le cursus. Et c'est très enrichissant. On aura l'occasion de revenir sur ce point. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Djeneba, je te propose de prendre la suite pour te présenter et puis nous dire pourquoi ce cursus à ce moment-là de ton parcours. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Traoré Djeneba. Je suis de la promotion 2019 de cette formation. Je suis spécialiste WASH, mais ingénieur hydraulique à la base. Je travaille actuellement avec UNICEF et je couvre comme spécialiste WASH en RDC. Précisément, je couvre les 5 provinces du Grand Kasaï, voilà, en République démocratique du Congo. La question de choix de ce cursus à un moment donné de ma carrière professionnelle, j'ai commencé l'humanitaire pendant un moment, je dirais, après 6 ans d'expérience dans le milieu public, je ne connaissais pas l'humanitaire. Et quand j'ai commencé l'humanitaire, je l'ai démarré en tant que spécialiste WASH, comme on dit au niveau des ONG, comme PMWASH. Et j'avoue que je me sentais très bien parce que c'était plus technique. Et dans l'humanitaire, on est surtout du côté WASH, on est plus terrain et on se donne plus le plaisir de travailler comme technicien. Mais au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que il ne faut pas être seulement technique pour réussir dans sa carrière. Et quand j'ai commencé à voir quelques équipes, j'ai vu que techniquement, ça allait très bien, mais qu'il fallait améliorer un autre côté, qui est le management et le leadership. Et ensuite, j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur cette formation. Ça a été vraiment un grand cadeau pour moi parce que je ne savais pas que ça existait encore. Donc, je n'ai même pas hésité une seconde et je me suis lancée dans cette formation. J'avoue que ça a été très enrichissant. Comme l'a dit Nathalie, on va vraiment revenir sur les autres aspects. Mais voilà, aujourd'hui, je dirais que je suis non seulement technicien, mais j'ai pu développer l'autre côté aussi qui est le management et le leadership qui doit normalement compléter notre travail de technicien, surtout dans l'humanitaire. Merci. Merci beaucoup, Djeneba, pour ce partage. Mouhamoudou? Bonjour, Ségolène, bonjour, chers participants. Moi, c'est Mohamed Diaw. Donc, je travaille pour l'organisation qu'on appelle IAC, International Rescue Committee, comme
directeur adjoint en charge des programmes ici au Burkina Faso. J'avoue que cette formation, heureusement, ça a été recommandé par des amis que j'ai connus dans le monde humanitaire. Et heureusement, même l'une des personnes est ici parmi les panélistes, notamment Dianaba, mais il y en a d'autres, parce qu'on s'est croisés au Tchad quand j'ai commencé cette formation. J'ai fait partie de la promotion de 2020. Donc, j'étais à cette période comme senior programme coordinateur. Je suis spécialiste en sécurité alimentaire et moins d'existence à ce moment. Mais dans mes choix de carrière, quand même, j'ai voulu puisque j'ai eu à occuper pas mal de positions en termes de positions techniques au niveau régional comme au niveau des pays, au niveau des contre-programmes. J'ai voulu à un moment donné changer un tout petit peu et aller beaucoup plus vers le leadership. Et l'organisation dans laquelle je travaillais m'a offert tellement de formations en termes de leadership. Et de par mes recherches et les recommandations de certains collègues que j'ai eu à rencontrer dans d'autres pays, j'ai pu trouver cette formation qui était extraordinaire. Donc, je me suis engagé même à prendre en charge entièrement cette formation par mes propres moyens parce que ça m'intéressait, juste pour renforcer mes capacités de leadership. Parce que vraiment, c'était un choix de carrière et il fallait nécessairement que je puisse investir davantage pour mieux connaître les différentes étapes essentielles si tu veux devenir un très grand leader. Et cette formation, j'avoue que pour être honnête, c'est l'une des meilleures formations que j'ai eu à faire dans ma carrière. Et ça m'a beaucoup servi parce qu'en fait, depuis lors également, je vois en moi quand même des progressions extraordinaires en termes de leadership, mais également, surtout en termes de construction d'équipe. Et c'est ça qui m'intéressait, la gestion parce qu'une personne seule ne peut rien faire. Donc, la construction d'une équipe performante, ça, c'est des éléments clés que j'ai pu apprendre à travers cette formation. Et je pense que j'aurai l'occasion d'aller d'expliquer davantage ce comment servir cette formation, mais c'est une formation qu'on cessera de recommander à toute personne à qui on a confiance, mais également surtout au niveau de nos organisations, parce qu'on devrait quand même davantage impliquer nos leaders pour qu'ils puissent bénéficier de telles formations afin de renforcer le travail que nous sommes en train de faire dans l'humanitaire. Pour être bref, je pense que je peux m'en arrêter là en attendant quand même les discussions et aller dans les détails de la formation et pourquoi on devrait quand même s'inscrire dans cette formation qui est essentielle pour un leader, mais également pour quelqu'un qui veut évoluer dans l'humanitaire et même dans le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed. Je propose à Safiatou pour finir le tour de table. Merci, Ségolène. Bonjour à tout le monde. Je suis Safiatou Alabi. En ce moment, je viens récemment de commencer un poste avec Tetra Tech, un cabinet d'études américain, sur un projet portant sur les droits fonciers des femmes en Côte d'Ivoire. Je suis basée à Abidjan. Mais avant de commencer ce poste, j'ai travaillé pendant 13 années avec NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, à différents postes, dont le dernier poste que j'ai occupé était celui de directrice des programmes. Et c'était lors donc d'une réunion sur mon plan de développement avec mon superviseur que j'ai entendu parler de cette formation par mon supérieur hiérarchique de l'époque et par d'autres personnes. Et je m'étais posé la question de pourquoi je n'en avais pas entendu parler plus tôt, parce que ça correspondait vraiment à ce que je cherchais et le contenu de cette formation répondait vraiment à mes aspirations. Tout simplement parce que je souhaitais bénéficier d'une formation hautement crédible sur le leadership humanitaire, parce que au-delà des fonctions que j'ai occupées, des fonctions de gestion, je pensais qu'il était important pour moi dans la mesure où l'humanitaire évolue rapidement. On connaît par exemple l'impact du Covid-19 l'année dernière, on connaît aussi les questions géostratégiques qui influencent les interventions humanitaires. Donc, pour moi, il était important que je complète ma formation et que, au-delà des aspects programmatiques, je puisse intégrer dans ma façon de travailler certaines compétences nécessaires en matière de leadership humanitaire. Donc, c'est comme ça que j'ai adhéré automatiquement et je me suis inscrite. Et je pense honnêtement, à la suite des intervenants précédents, que cette formation
est l'une des meilleures qu'on puisse avoir dans le domaine de l'humanitaire et surtout en matière de développement personnel. Vous avez entendu Camille citer les sessions de coaching et de développement personnel qui sont inclus dans cette formation. Pour moi, c'est l'une des formations les plus complètes auxquelles j'ai jamais participé. Donc voilà, de façon introductive, on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail sur ce qu'on a trouvé intéressant ou sur d'autres choses, mais je vais laisser la parole à Ségolène pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Safiatou, et merci à vous quatre pour cette présentation succincte qui va nous donner matière à discussion. Je relève quelques points et ça vient de vos différentes présentations parce que ça vient répondre déjà à pas mal de questions qui ont été posées. La première, c'est que c'est à l'attention de Rémi, on est vraiment sur un cursus qui s'adresse à des professionnels et donc l'immense majorité des personnes est en poste en réalité. Elle est en poste et c'est bien la raison pour laquelle j'avais insisté sur la manière de trouver de l'alignement et de la au niveau personnel, au niveau professionnel et ce que ça engendre au niveau aussi des études. Ça veut dire planifier ça veut dire pouvoir en parler non seulement à son manager hiérarchique, mais probablement aussi au sein de sa famille, comment réussir à jongler l'ensemble de ces éléments. Donc, il n'y a pas de stage qui est proposé à la fin de ce cursus. On n'est pas sur de la formation continue, on est vraiment à destination d'un public professionnel. C'est dans quelques rares cas des personnes qui sont en intermission ou qui, à un moment donné, font une pause pour pouvoir se consacrer entièrement à ce cursus, mais c'est finalement assez rare, assez peu le cas, et la grande majorité exerce en même temps qu'elle suit ce cursus. Et c'est vrai que, et vous l'avez entendu, on a là des personnes qui sont au Burkina Faso, qui sont en RDC, qui sont au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire. Vous le voyez, ce sont des couvertures très larges avec les opérations de développement et les opérations humanitaires de grande intensité, des contextes qui sont volatiles. Et donc, on a aussi au maximum essayé d'adapter le cursus pour que vous puissiez malgré tout arriver certainement fatigué à la fin des 9 mois, mais heureux aussi d'avoir dépassé cette fatigue, d'être allé au bout aussi de vous-même. Donc, ça vient aussi chercher un petit peu les ressorts personnels pour chacun et chacune. Et je pense que Camille, qui est avec nous, ne dédiera pas sur ce point. C'est là où c'est extrêmement important. Vous avez le volet académique, et je le rappelle pour une question qui avait été posée aussi. Effectivement, ça donne à l'issue du cursus un diplôme qui est un diplôme reconnu au niveau international, de Master 1, je le disais en introduction. Mais la partie académique, c'est une chose. Là, on est entre praticiens et praticiennes, on est entre humanitaires ou personnes qui travaillent dans le développement. Et donc, c'est aussi ce qui est important, le développement personnel. C'est fondamental quand on parle de leadership, c'est votre posture, c'est la manière dont vous avez envie d'incarner votre leadership dans ce secteur qui est ô combien compliqué et volatile. Ça, c'est la première chose. Donc, la dimension de ce développement personnel au travers des coachings, comme ça a été souligné, eh bien, c'est un pan essentiel du cursus. Et puis, la pratique. Donc, je voudrais vraiment que pour vous, ce soit clair qu'il y a les aspects académiques, notamment dans les unités 1 et les unités 3, parce que c'est aussi important de savoir de quoi on parle, des concepts. On peut avoir une idée, on peut se dire « Ah oui, je sais vaguement, plus ou moins ». Là, on revient vraiment sur des éléments assez précis, mais c'est que pour que ça puisse aussi être une source de levier dans vos réflexions.
et de vous rendre compte que, quels que soient les sujets que l'on aborde dans notre secteur, finalement, il n'y a pas de position linéaire, il n'y a pas de position unanime en fonction des expériences, en fonction des institutions. Eh bien, ce sont des choses qui changent. Et donc, comment on fait bouger les lignes tout en ayant une colonne vertébrale de valeurs qui vous accompagne et qui vous guide. Et encore une fois, ce cursus, c'est ce que vous allez en faire, d'accord? On ne vous dit pas le leadership, c'est ça, et comment vous allez y parvenir. Non, c'est on vous accompagne dans le leadership que vous avez envie d'incarner, d'accord? Et donc, ça répond aussi à une des questions sur la communication. Je ne vais pas la retrouver parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été déposées depuis, mais je trouvais que c'était intéressant. C'est la communication et peut-être, est-ce que parmi les panélistes, la question était où se situe la communication dans le cursus, parce que ça semble aller de pair avec le leadership. Et je voudrais un petit peu peut-être vous faire réagir l'une ou l'autre dans le panel. Quelle place a eu l'élément de communication dans votre apprentissage ? Est-ce que Mohamedou, tu voudrais réagir sur cette question de la communication ? Oui, en fait, merci pour la question. En fait, la communication, quand même, c'est central hein, dans le développement du leadership actuellement, par exemple, dans tout ce qu'on est en train de faire. Étant dans une position de leadership, tu dois amener les personnes non seulement à comprendre la vision stratégique, et tous ces éléments-là, ça se fait à travers la communication. Donc, la communication occupe une place centrale dans ce que nous sommes en train de faire, non seulement en termes de, si on veut influencer, si on veut amener les gens également à appliquer certaines valeurs et principes humanitaires, il faut être un bon communicant et il faut avoir une communication assez percutante pour faire entendre. Donc, la communication, d'une manière, c'est transversal à tout le processus et c'est quelque chose d'essentiel. Et en termes dans le cadre de cette formation, il y a tellement, on a eu l'équipe pédagogique a tellement apporté des innovations en termes d'adaptation. Parce que moi, j'ai eu la chance, en fait. J'ai eu la chance d'être dans la promotion de 2020, mais quand même qui a été impactée à un moment donné par le Covid. Mais la capacité d'adaptation et la communication assez fluide qu'on a pu mettre en place nous a permis quand même à ne pas sentir ces changements brusques. Parce que c'était tellement fluide et ça nous a servi également même dans le travail que nous sommes en train de faire parce qu'on est dans des contextes extrêmement compliqués. Si vous n'arrivez pas à asseoir une communication assez claire avec vos équipes de terrain, quelles que soient les complexités, ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc, la communication, je vous dis, en fait, dans la pratique, comme dans le cursus de formation, occupe une place centrale. Et quelles que soient les situations, il y a toujours une possibilité d'adapter et d'articuler ou bien de séquencer la communication de sorte que ça puisse avoir un effet sur les personnes avec qui on est en train de travailler ou de collaborer. Donc, peut-être je vais laisser la parole aux autres collègues, notamment qui font la main de Safia, compléter. Merci. Merci. Ok, je voulais juste ajouter à ce que Mamadou vient de dire que, en plus de l'aspect communication interne même à la formation et de la communication avec l'équipe pédagogique, il y a un autre aspect assez intéressant qu'on a découvert aussi, c'est la communication entre les apprenants, entre les étudiants. Et puis, il y a eu, par exemple, une plateforme WhatsApp qui a été créée et il y a aussi un soutien entre les étudiants qui est vraiment formidable, qu'il faut signaler.
Et la communication reste donc fluide, aussi bien entre les étudiants et les membres de l'équipe pédagogique et entre les étudiants eux-mêmes. Et comme il a dit, on apprend véritablement sur les outils de communication pour avoir un leadership adapté au contexte dans lequel on intervient. Donc, voilà le petit ajout que je voulais faire à ce que Mamadou a dit. Merci. Merci, merci à vous deux pour ces éléments. Camille, je m'adresse à toi parce qu'on a Emma qui aussi a saisi l'importance du coaching tout au long du cursus et qui nous demande si le coaching se poursuit au-delà de la formation dans le sens d'un mentorat. Donc là, c'est une question parfaite pour toi. Tout à fait, c'est une très bonne question. Et donc, en effet, le coaching prend une place importante. Mais après l'unité 4, ce sera un petit peu différent. Vous serez accompagné par un ou une mentor pendant 12 mois. Et donc, mais c'est un ou une mentor que vous choisissez, que vous identifiez étant une personne qui peut vous accompagner dans le développement de votre leadership. C'est vous qui identifiez quelles sont les caractéristiques de la personne qui peut vous accompagner le mieux. Et ça vous permet de prolonger les apprentissages, de les consolider, de consolider vos compétences pendant les 12 mois qui suivent le diplôme. Et ça, c'est aussi une période très importante. C'est-à-dire que les apprentissages ne s'arrêtent pas au moment où vous obtenez votre diplôme. Ces apprentissages, finalement, ils continuent toute notre vie. Mais vous êtes accompagné par un ou une mentor pendant ces 12 mois. Après la formation, après le DESLH, le CHL propose maintenant une formation en mentorat. Et donc, peut-être que certaines personnes ici, Geneba et Nathalie, pourront aussi en parler puisqu'elles viennent de la compléter. Donc, vous pouvez vous-même aussi devenir mentor pour les étudiants qui viennent après vous. Donc, cette formation, elle est disponible gratuitement pour les diplômés du DESLH. Au moins à la fin de votre propre mentorat, donc 1 an après que vous soyez vous-même diplômé. Et ça vous permet non seulement de continuer à développer vos compétences professionnelles qui vous servent dans votre environnement professionnel, mais d'accompagner d'autres personnes dans leur développement et d'être un petit peu plus dans la transmission. Merci Camille pour ces éléments de réponse. Vous voyez que, et ça rejoint un petit peu ce que Safiatou disait à l'instant aussi sur le groupe, l'importance au sein de la cohorte des échanges, parce que c'est, et je me tourne aussi vers les panélistes, mais c'est quelque chose qui se poursuit aussi dans le temps. On ne considère absolument pas que ce cursus, c'est 9 mois et au bout des 9 mois, tout cela s'arrête. Au contraire, on veut qu'à la fois dans le réseau des diplômés, ça puisse continuer à irradier, qu'à la fois les réflexions, les fils WhatsApp de la cohorte, eh bien, ça se poursuive, que plus largement entre les cohortes, ça c'est ce que l'on ambitionne et maintenant que Covid est un petit peu sous contrôle, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite pouvoir réengager avec des rencontres entre les diplômés des différentes années. Et puis parce que ce cursus, il n'a de poids que parce qu'on en parle, que ça irradie aussi, que vous en faites, c'est rendre aussi aux personnes qui êtes précisément dans l'audience, eh bien, de pouvoir aussi donner accès à de nouvelles personnes pour rejoindre cette famille du DESLH. Et donc, en parler autour de nous, en parler avec des collègues, avec des pairs, avec des partenaires aussi. On travaille beaucoup avec d'autres acteurs et actrices au sein du secteur. Et donc, c'est pouvoir aussi rendre visible ce cursus auprès du plus grand nombre. Il y avait une question que je trouvais intéressante, Mamadou Diallo, sur la différence entre le leadership en entreprise et le leadership humanitaire. Mamadou, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre des formations en leadership dans le secteur privé, mais ce qui a été absolument moteur dans la prise de décision de développer ce cursus, c'est de considérer que le leadership tel qu'il est envisagé dans le secteur privé, il apporte beaucoup de choses.
Si on lit, et je suis certaines parmi vous intéressées par la notion même de leadership, vous allez avoir un nombre de revues considérable. Harvard Business Review, dans tout un tas d'entreprises aujourd'hui, on propose des formations en leadership. Elle s'adresse au monde de l'entreprise, à la mission sociale de l'entreprise. Elle ne s'adresse pas aux acteurs humanitaires. Et si Mohamedou, si Safiatou et les autres panélistes qui sont là insistent sur l'importance que ce cursus a eu pour eux et de considérer, et nous en sommes à la fois fiers mais honorés de ce que ce cursus a été marquant pour ces panélistes, pour ces diplômés, pour les participants et participantes actuels, c'est bien parce qu'on a cherché à répondre à ces attentes du secteur humanitaire. Et j'en veux pour preuve les rapports d'ALNAP. Je reviens à ces rapports qui sont publiés tous les 3 ans sur l'état du système humanitaire et qui, tous les 3 ans, systématiquement, pointent du doigt l'importance d'œuvrer à un meilleur leadership pour des opérations humanitaires tout simplement plus efficientes. Et donc, on s'est focalisé. Il y a beaucoup de comportements sur lesquels on aurait pu travailler inspirés du secteur privé. On a ciblé particulièrement ces comportements dont on sait qu'ils vont avoir le maximum d'impact dans notre secteur. Je vois qu'il y a encore d'autres questions. Je vais les prendre au fur et à mesure. Encore une fois, sur les aspects de coût, Jacques, on va y venir dans un instant. La durée, je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde, donc 9 mois avec des temps dédiés pour chacune des unités. Mais sachez que la rentrée est en septembre et la durée du cursus est de 9 mois. Donc, on est de manière totalement itérative en train de continuer. On cherche chaque année à répondre, à s'ajuster au mieux à vos réalités, au contexte aussi, aux évolutions. Et sachant qu'on est sur un cursus qui s'adresse particulièrement, qui est proposé en francophone, donc qui s'adresse particulièrement parce qu'il y a un énorme plébiscite, beaucoup d'attentes, à la fois sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Ça inclut aussi, bien sûr, d'autres participants et participantes d'autres pays ou qui travaillent dans d'autres contextes. Je pense au Burundi, je pense à Madagascar, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Haïti aussi également. Donc, ça n'est pas cloisonné, ça n'est pas une liste exhaustive de pays, c'est très large. Et c'est vrai que lorsqu'on aborde dans les échanges entre pairs, eh bien, il y a beaucoup du Sahel central, des pays côtiers, du bassin du lac Tchad, qui sont évidemment pour les questions humanitaires aujourd'hui vraiment la RDC également au centre des discussions. Je voudrais peut-être, Djeneba, est-ce que tu voudrais bien nous partager l'élément clé, toi, du cursus, si tu avais une chose à retenir de ce cursus, ce qui a été clé pour toi dans ton chemin de leadership? Ok, merci Ségolène pour cette question. Je dirais que je dirais qu'il y a tellement d'éléments à citer que je vais avoir du mal à citer un seul élément, mais je pourrais m'arrêter quand même à deux ou trois éléments. La première des choses qui m'a vraiment permis d'avancer, l'élément clé, l'un des éléments clés qui m'ont permis d'avancer, je peux citer la connaissance de soi-même surtout. Dans les premiers modules, les premières étapes où voilà le démarrage, tout ce qu'on fait sur la connaissance de soi-même, c'est-à-dire tout ce qui sont nos valeurs, qui je suis, qu'est-ce que je peux, tout ça. Ça a été un élément clé pour moi
Et aussi, je m'oriente vers Camille en parlant un peu de la gestion de stress, de l'émotion dans le travail. Et malgré nos différentes compétences techniques, d'autres compétences, on en a vraiment besoin de la maîtrise de soi, de reconnaître, voilà, et de savoir comment gérer ces aspects liés à l'émotion et au stress. Et je dirais que le dernier élément que je vais citer, je vais parler un peu de tout ce qui est le travail d'équipe, les échanges dans le cadre de coaching, de mentoring. Ça a été aussi vraiment des éléments très, très importants pour moi, pour l'avancée voilà, de tout ce qui concerne mon leadership personnel. Donc ça, ce sont les éléments clés que je peux dire, mais je vais ajouter un petit commentaire en disant que au cours de cette formation, on nous a vraiment appris les différents éléments à travers des exercices qui sont vraiment qui sont donnés dans un contexte, je dirais, réel. Peut-être que j'ai eu la chance de faire cette formation avant Covid, comme l'avait signalé Diao, mais je dirais que c'est le contexte de la formation même nous permet de nous mettre dans le monde réel. On ne sent pas la théorie, mais on se sent plutôt être dans un milieu où on est en train vraiment de faire le travail, tout ça. Et j'avoue que les échanges avec surtout les collègues aussi qui me faisaient des retours, tout ça, me permettent de réfléchir sur mes différentes compétences, me permettent de me dire est-ce que pour ma carrière, pour mon leadership, est-ce que j'ai ce qu'il faut ou bien qu'est-ce qui me manque? Pour une petite confidence, je dirais qu'à la fin de chaque journée, généralement, je pouvais passer environ 1 heure en train de regarder mon plafond dans la chambre. Je me posais tout le temps des questions. Je me disais chaque seconde de la journée, qu'est-ce que j'ai pu faire de mieux et qu'est-ce que je peux améliorer dans la journée de demain. Et ce réflexe-là, je ne l'avais pas avant. Je faisais une journée, je me disais, bon, ben, j'ai déjà bouclé la journée et tout est bon. Mais pendant cette formation, j'ai appris déjà à planifier ma journée. Je sais que quand j'arrive au travail, c'est ce que je vais faire. Et à la fin de la journée, j'arrive à me faire du temps pour pouvoir évaluer ma journée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce sont des éléments qui me permettent aussi aujourd'hui de bien booster dans ma carrière et de savoir avancer avec mes objectifs. Pour finir, je dirais que cette formation aussi m'a permis de me fixer des objectifs à moi et de me donner le moyen à moi-même pour atteindre ces objectifs. Quand je dis les objectifs, c'est des objectifs de carrière. Et ces objectifs-là, je dirais que avec les connaissances que j'ai pu acquises au niveau de la formation, je dirais que ces objectifs ne sont pas basés que sur ma propre personne, mais j'arrive à me fixer des objectifs où je peux intégrer mon environnement, mon entourage, mes collègues, l'équipe, tout. Voilà, ça a été un bon plus pour moi. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter ici pour passer la parole aux autres. Merci. Djeneba, merci beaucoup. Je voudrais, j'en profite et je vais quand même te la laisser 1 minute de plus pour pouvoir répondre à une question qui a été posée par quelqu'un dans l'audience sur la reconnaissance du diplôme par les Nations Unies. Mais je voudrais aussi derrière, peut-être pour Nathalie et pour les autres, que vous nous partagiez. Alors, il y a certes les Nations Unies, mais il y a dans le monde humanitaire la diversité des acteurs qui sont en présence. Est-ce que vous avez le sentiment que ce cursus aujourd'hui a une forme de reconnaissance, ou en tout cas comment vous en parlez pour qu'il y ait un petit peu plus cette reconnaissance? Ok, avec cette question, je peux continuer. Hein?
Vas-y, Donc, Jennifer. je dirais qu'actuellement, je suis au niveau du système des Nations Unies et j'ai soumis ce diplôme dans la validation de nos différents diplômes pendant le recrutement et ça a été bel et bien validé. Mais je vais aussi ajouter qu'après cette formation, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai été pratiquement validée par 4 ou 5 ONG comme directrice pays. Et non seulement il y avait ce diplôme qui était là, mais il y avait aussi l'expérience de cette formation qui était là. Parce que pour ces postes clés, généralement, on nous pose des questions sur le leadership. Et j'avoue que je me sentais tellement à l'aise après cette formation quand on me parlait de leadership. Et j'ai pu comprendre à la fin que cette formation valait la peine, même si ce n'est pas le diplôme, mais déjà l'expérience, ça veut beaucoup dire. Et c'est une grande chose. Le diplôme est reconnu. Je n'ai jamais eu de problème, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit au niveau du secteur privé, je l'ajoute, au secteur privé et même au système des Nations Unies. Je n'ai jamais eu de problème de validation de ce diplôme. Merci. Merci, Jenema. Je passe la main, Nathalie, si tu veux aussi un petit peu nous parler de cette reconnaissance. Alors, il y a le diplôme, bien sûr, mais comme tu insistes, Jeneba, il y a la reconnaissance de ce qui s'est passé pendant 9 mois. Donc, aussi la visibilité du cursus en tant que tel, de l'expérience en tant que telle. Au sein d'une institution, auprès des partenaires, de bailleurs éventuels, etc. Nathalie, je te laisse réagir. Merci, Ségolène. Déjà, je veux juste ajouter que cette formation, en même temps, nous permet d'entrer dans notre monde intérieur, si vous me permettez, de nous questionner et de voir comment est-ce que nous faisons les interactions avec les autres. Et du coup, ça nous donne une force de conviction. Et là, c'est un atout incroyable. Et en termes de reconnaissance au sein de l'institution, le diplôme est reconnu et validé et est très apprécié. J'ai déjà partagé l'information avec mes collègues, beaucoup sont intéressés. Et au niveau du Burkina, j'ai pu, grâce à ce diplôme et aux connaissances acquises, j'ai pu positionner l'organisation dans la communauté des humanitaires parce que l'ONG a aussi le mandat humanitaire. Mais pendant longtemps, a travaillé sur les questions du développement parce que c'était lié au contexte. Comment est-ce qu'on arrive à affiner les analyses et à avoir sa place dans la communauté des intervenants sur les questions humanitaires? Ça demande des analyses, ça demande aussi de la représentativité dans ces organisations et aussi des arguments chaque fois que le besoin se présente. Donc, à ce niveau, le diplôme que j'ai eu me permet en tout cas d'avoir cette possibilité et j'ai pu être dans plusieurs instances, et je le suis aussi, et représenter l'organisation dans ces instances-là. En termes de reconnaissance aussi, peut-être qu'on va revenir là-dessus, à la fin de 9 mois, il y a des reconnaissances à certaines étudiantes et étudiants en fonction de leur engagement. Et vraiment, je n'ai pas vu passer le temps parce que je cherchais la formation. Et à la fin, j'ai pu comprendre qu'en termes de leadership, j'avais des bases. La formation m'a permis d'avoir beaucoup plus et d'être plus à l'aise sur beaucoup de questions. Et peut-être qu'on va revenir sur ça. Il y a un prix qui est donné à la fin. Et j'ai eu le plaisir d'avoir ce prix à la fin de ma formation. Quand on va revenir de façon détaillée, je vais présenter la médaille que j'ai eue, qui permet aussi de savoir qu'en réalité, cette personne a pu finir la formation et a pu démontrer son leadership. Donc, ce sont des atouts qui viennent renforcer autant ce que vous faites sur le terrain et aussi si vous voulez changer au niveau professionnel. Donc, ce sont des candidatures qui ont encore beaucoup plus d'importance. Merci. Je vois qu'il y a encore quelques questions sur le en ligne, en présentiel, etc. Alors, peut-être pour répondre très succinctement, les unités 1 et les unités 3 qui s'étalent sur 11 semaines, elles sont
en ligne. On utilise une plateforme qui est celle utilisée par l'université Deakin à Melbourne et qui utilise cette plateforme pour l'ensemble de ces formations, l'Australie étant éloignée, pour pouvoir attirer un certain nombre d'étudiants et étudiantes étrangères, eh bien, propose cette plateforme. On est sur de l'apprentissage donc en ligne sur cette plateforme et elle est, durant ces 11 semaines, on a un certain nombre de modules. Donc, l'enseignement, il est asynchrone, chacun suit la progression au fur et à mesure. En revanche, les modules, eux, sont fixes. Donc, sur les lectures bibliographiques, c'est à votre rythme, c'est vous qui aménagez. Certains sont du soir, peuvent étudier très tard, d'autres sont plutôt du week-end. C'est à vous de trouver les aménagements qui vous conviennent. En revanche, on progresse, on est dans de l'apprentissage et donc on progresse chaque semaine. Il faut que chaque semaine, vous puissiez faire le point sur les lectures que vous avez faites, les échanges, participer de manière active aux échanges durant le séminaire hebdomadaire. Et puis, on a des mesures de suivi aussi au travers des évaluations qui sont proposées. J'insiste sur cet aspect parce que les évaluations, ça c'est le volet académique. Vous devez valider les évaluations de votre unité pour pouvoir évidemment passer à la suivante, puisqu'on est sur un accompagnement progressif et continu de l'ensemble des membres de participants et participantes de la cohorte. Peut-être, Mohamedou, je vais te redonner la parole aussi. La même question que je posais aussi à Djeneba sur toi, de ton côté, ce qui a été clé dans ce parcours et ce qui t'a permis d'avancer dans ton leadership jusqu'à présent. Je rappelle, tu étais déjà deux cohortes en arrière. Donc, il y a déjà presque 2 ans qui se sont passés. Absolument, absolument. Ça fait déjà 2 ans. Mais j'avoue qu'en fait, je ne vais pas peut-être répéter ce que je viens de dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cette formation. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant également, c'est le séquencement des unités. Parce que le séquencement des unités, quand même, ça montre en fait l'approche pédagogique qui a été utilisée pour arriver à démontrer à travers les parcours de leadership, chacun d'entre nous, d'une manière introspective, peut voir qu'est-ce qui lui manque en fait, à travers les interactions que tu as, mais également à travers, parce que la première unité, ça te met vraiment, ça te donne ça essaie de te présenter le contexte dans lequel nous évoluons. La deuxième unité vraiment nous montre comment, en fait, comment développer son leadership humanitaire à travers ces 6 étapes. Et à partir de là, on arrive à te montrer qu'est-ce qu'il te faut davantage pour développer ton leadership. Et c'est ça qui a été intéressant. Mais dans le processus, on ne s'est pas arrêté là, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui te donnent les clés. En fait, c'est à toi d'identifier les clés. Et c'est ça qui a été intéressant. Moi, personnellement, quand depuis 2 ans, j'ai occupé pratiquement 2 positions différentes. Mais je me suis aperçu que ce qui a été détecté à travers les textes organes, mais les discussions, les interactions que tu as avec les autres membres de l'équipe, tu arrives à découvrir tes faiblesses. Et ça a été impressionnant parce qu'en fait, parfois, tu peux avoir des faiblesses que tu ignores en réalité. Moi, il est sorti, c'était clair que je manquais d'empathie en réalité. Et ça ressortait dans les interactions que j'avais avec les collègues. Et parfois également une autosuffisance extrême. Et ça, et comment on est arrivé avec le coaching, avec les discussions avec les autres collègues, comment je suis arrivé à trouver des solutions, moi-même trouver des solutions à mon problème. Et ça a été vraiment impressionnant. Et cette approche pédagogique a été essentielle, complétée par le coaching. Et ça m'a permis également de voir comment je peux dupliquer ou bien influencer à travers les personnes qui sont sous ma responsabilité. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée en réalité. Et c'est ça qui m'a amené également dans le développement des équipes performantes. J'étais extrêmement content
même ayant quitté le Tchad, parce que quand j'ai commencé cette formation, j'étais au Tchad avec IRC. Mais l'évolution qu'a pris les équipes qui étaient souvent en supervision en termes de leadership, et ça, c'était vraiment, je vois, tous les enseignements que j'ai tirés de cette formation m'ont permis de construire, de m'auto-construire moi-même, d'améliorer mes performances en termes de leadership, mais également arriver à aider les équipes qui étaient souvent en supervision à quand même développer un leadership extraordinaire. Donc, ce qui m'amène à dire que pour être leader, ça ne dépend pas des positions. Tu peux être extrêmement influent, quelle que soit ta position. Et ça moi, je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu personnellement et ça a été vraiment impressionnant. Et là, c'est l'approche pédagogique qui a été utilisée nous a permis quand même vraiment d'arriver à régler tous tes problèmes en termes de leadership sans pour autant s'en rendre compte en réalité et sans pour autant recevoir des orientations ou bien des recettes déjà faites de la part des formateurs. L'autre aspect, c'est également surtout comment cette formation m'a aidé réellement à développer ma capacité de résilience. Vous le savez tous qu'on évolue dans des situations extrêmement compliquées, extrêmement dynamiques. Actuellement, au Burkina, on est au nord du Burkina. Au Tchad, on était dans des contextes extrêmement dynamiques, très stressants. Et là aussi, c'est là où c'est dans ces contextes que tu vois que vraiment un leader, au leader doit avoir d'autres compétences, surtout en termes de résilience. Comment on peut arriver à maintenir le cap. Et ça, à travers la formation, les différentes étapes de formation, les discussions qu'on a eues et surtout les cas pratiques. Je me rappelle des cas pratiques qu'on avait quand on m'a enlevé mon portable et mon téléphone pendant 2 jours. Et c'est là où je suis que vraiment, moi, j'étais malade en fait. Parce que ça m'a tellement torturé. Et c'est la première fois que je suis confronté à cette situation. Et ça, c'est comme si j'étais sur le terrain. Et ça, c'est des éléments essentiels qui montrent que c'est une formation extrêmement sérieuse. Tu as beau faire des formations. Moi, je me suis inscrit à tellement de formations. Le premier journal réfléchisseur que j'ai fait quand j'ai reçu le message de Ségolène, j'étais un peu surmarqué. Je me suis dit, mais écoute, là, c'est du sérieux. Et ça, je sais que ça, c'est du sérieux. Parce que vraiment, donc, c'est pas une formation, vraiment, c'est une formation extrêmement sérieuse et extrêmement intéressante. Et vous verrez que vraiment, moi, en tout cas, dans ma carrière, je n'ai pas encore vu une formation pareille. Donc, en termes de résilience, en termes de construction d'équipe performante, mais également comment j'évolue à travers les 6 étapes du comportement de leadership, moi, j'ai eu l'occasion de les exercer. Parce qu'ici au Burkina, mon organisation est pratiquement nouvelle au Burkina. J'ai l'idée, le processus de développement de notre stratégie pays. Et j'avoue que tout ce que j'ai appris à travers les m'a énormément aidé à communiquer la stratégie, à savoir comment vraiment avoir une réflexion stratégique, le courage managérial. Il y a énormément de choses que j'ai appris à travers les formations, que j'ai eu la chance de les pratiquer sur le terrain avec mes collègues. Et vraiment, ça, en tout cas, cette formation, je sais, à mon niveau, là où je suis, je sais même que ça soit institutionnalisé au niveau de notre organisation, parce qu'à chaque fois, que ce soit au niveau du leadership au niveau régional, pour que dans chaque pays, qu'on puisse avoir quand même identifié des potentiels leaders et qu'ils fassent impérativement cette formation. Et on est dans cette dynamique. Donc, je m'en arrête là, parce qu'on a tellement de choses à dire, on ne sait même pas par où commencer, comme l'a dit Jainaba. Merci. Merci beaucoup, Mohamedou. Je vais utiliser pour avancer parce que je vois que ça réagit aussi pas mal dans la boîte, dans la chatbox sur les critères. Et tu as pleinement raison. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup au démarrage, mais tout au long du cursus. C'est le fait que le leadership ne doit pas être confondu avec le management. On estime et on promeut le leadership à tous les niveaux. Et que ce soit, quelle que soit la fonction que vous occupez, faire preuve de leadership, c'est une question de posture, c'est une question de comportement et ça n'est pas une question de hiérarchie ou qui est le chef, qui ne l'est pas. Michael, si tu veux bien passer à la slide suivante.
Une fois qu'on a dit que le leadership pouvait concerner, enfin que tout le monde pouvait développer son leadership, pouvait être un excellent leader, il est vrai aussi que nous, au niveau de DKIN, au niveau du CHU, du Centre de leadership humanitaire, avons fait le choix, et c'est un parti pris, de cibler une population qui est une population expérimentée, qui est une population qui a 5 ans au moins d'expérience au sein d'une organisation, d'une institution qui travaille sur des opérations humanitaires et ou de développement. Et vous allez me dire, mais alors du coup, on cible quand même des gens qui ont pas mal d'expérience, d'autant plus qu'on cible cette population et avec également 2 ans au moins à un poste de coordination et ou de direction. C'est un parti pris que l'on assume parce qu'on a la volonté de s'adresser particulièrement aux personnes qui sont des personnes pivots, qui vont être soit des postes de coordination, soit des postes de direction et qui vont avoir aussi un rôle extrêmement large vers potentiellement encore une hiérarchie au-dessus, potentiellement, aussi avec des collaborateurs et collaboratrices des équipes, avec des pairs, des collègues qui occupent les mêmes postes, avec aussi des partenaires. Et donc, on a fait le choix pour cette raison-là et aussi pour une raison d'homogénéité de la discussion. Ça n'est pas la même chose si je viens tout de suite d'achever mes études que si j'ai 15 ans d'expérience dans le secteur. Ça n'enlève rien à la qualité des discussions. C'est juste que le niveau des discussions ne va pas être le même. Et donc, on a fait le choix de s'adresser à une population spécifique qui est celle du middle management et aussi avec de l'expérience éventuellement en direction, mais surtout de la coordination et suffisamment d'expérience pour que, on l'a dit tout à l'heure, Nathalie l'évoquait et Safiatou également, l'importance des échanges entre pairs et la richesse et la profondeur des discussions, elle est encore plus importante lorsqu'on s'adresse à des personnes qui savent de quoi vous parlez, qui connaissent le type d'expérience que vous avez pu vivre parce qu'elles les ont vécues elles-mêmes en fait. Et donc, c'est vraiment pour ces raisons-là qu'on cible ce type de profil. Et puis, avec 2 autres éléments additionnels qui ne sont pas négligeables. L'un, c'est l'expression en français, parce que, je le disais, il y a des évaluations. Certaines sont à l'oral, d'autres sont à l'écrit, et donc avec un traitement académique de ces évaluations. Et puis, et j'insiste un tout petit peu sur l'accès Internet. J'ai vu qu'il y avait justement des participants, enfin en tout cas des personnes dans l'audience qui sont en Centrafrique, au Cameroun, au Tchad. C'est à l'image des cohortes que l'on réunit. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc soyez à l'aise avec quel que soit le pays où vous exercez. La seule chose qui est extrêmement importante, c'est que vous vous assuriez d'avoir une connexion Internet qui soit la plus correcte possible. On a mis 10 mégabytes par seconde parce que c'est en termes de bornes entrantes et sortantes, celle qui correspond le plus à ce qui est attendu, pour la simple et bonne raison, c'est que l'essentiel de l'enseignement, lorsque ça n'est pas la totalité, s'effectue en ligne et qu'on peut être on peut être de 40 jusqu'à 150 personnes en ligne, en simultané. Et donc, à ce moment-là, il faut que votre connexion Internet soit correcte. Il y a plein d'options. On a eu des participants et participantes qui étaient basés en Centrafrique, d'autres qui étaient basés dans des zones un petit peu plus reculées au Mali. La seule chose, c'est quelles sont les options que vous avez sur place. Est-ce que vous vous faites héberger par une autre organisation? Est-ce que vous rejoignez la capitale, etc., etc. C'est un confort pour vous en termes d'apprentissage, pour l'ensemble du groupe, parce que ça n'est jamais évident lorsque il y a de la pollution audio qui vient d'autres, de pouvoir être dans un apprentissage aussi collectif
de bonne qualité. Ça, c'est pour le profil et les critères. Les 2 premiers critères vont être absolument essentiels lorsqu'on fait la revue des dossiers. Le comité, il y avait une question tout à l'heure sur les délais pour le traitement des dossiers. On va y venir parce que ça rejoint aussi les questions de bourse, etc. La campagne pour que vous puissiez déposer un dossier, elle est ouverte depuis mars. Et on a beaucoup encouragé à ce que prenez le maximum de temps pour anticiper, non pas que le dossier en tant que tel soit très long à compléter, mais c'est parce que, d'une part, il faut réunir quelques pièces que vous trouverez sur Internet, puisque vous avez le formulaire qui doit être rempli, mais surtout parce qu'on sait que vous êtes des professionnels. Et donc, on sait aussi qu'il faut que vous puissiez en parler, encore une fois, non seulement auprès de votre famille, l'engagement que ça va supposer, mais bien évidemment auprès de votre manager, auprès des ressources humaines, et donc de pouvoir annoncer l'engagement dans lequel vous allez vous inscrire. Et donc, ça peut prendre du temps, que vous ayez confiance sur le moment où vous allez en discuter, éventuellement avec votre manager. Et donc, le temps passe vite. Et donc, saisissez aussi le maximum les opportunités qui vous sont données. C'est une période qui est ouverte depuis mars, qui va s'arrêter en juillet, mais le temps passe vite. Donc, ne vous laissez pas prendre de cours, ne procrastinez pas ou pas trop, et puis essayez d'être proactif parce que, encore une fois, c'est plutôt la réflexion que ça suppose de s'engager dans le cursus et ensuite de pouvoir en parler autour de vous avec les personnes clés qui vont aussi avoir une influence. Sur les coûts, et ce sera la slide suivante, il y a beaucoup de questions. On le sait, c'est toujours évidemment, sinon le nerf de la guerre. En tout cas, c'est évidemment un élément important. On sait aussi qu'il n'y a pas les mêmes moyens pour tout le monde. Donc, on a un système qui est échelonné. C'est un choix de l'université de prendre en compte lorsqu'on est un personnel national. Si je prends un personnel, une personne qui est burkinabé, qui travaille pour une organisation burkinabé, ça n'est pas la même chose qu'une personne qui est P3 ou P4 dans une agence onusienne. Et donc, on a essayé de moduler, et c'est notre parti pris, de prendre en compte ces éléments-là. Alors, on ne va pas créer non plus 15 échelons, donc on en a créé 3. Et vous avez un premier échelon qui s'adresse aux personnes nationales qui travaillent pour des organisations non gouvernementales de pays non membres de l'OCDE, pour lequel le coût est approximativement 2 720 €. Un échelon 2 qui s'adresse aux personnels qui ont des contrats internationaux ou qui travaillent pour les sièges d'organisations non gouvernementales à 3 676 € en estimation, et un troisième échelon pour les personnels des agences onusiennes ou gouvernementales de pays de l'OCDE, donc dans le top 40 en termes d'indice de développement humain, pour lequel le montant est 5 294 €. Le prix de référence et ce qu'il faut régler à l'université, ce sont les prix en dollars australiens. Donc ensuite, il y a la conversion au taux du jour, mais c'est le taux australien, enfin le coût australien qui fait référence. Je lisais tout à l'heure une personne qui réagissait en disant que le coût était très élevé. J'ai envie de répondre à cette personne. Je ne porte pas de jugement sur la situation de chaque personne. Je peux entendre que pour certaines personnes, ça va être un coût qui est significatif. J'entends aussi que pour d'autres personnes, c'est moins le cas. Et donc, en fait, c'est là aussi une prise de décision individuelle. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. J'enlève pas du tout ce que ça veut dire en termes de coûts, hein, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça recouvre aussi. Ces coûts,
si l'on compare avec une université états-unienne, avec une université anglo-saxonne de manière générale, on est sur des coûts qui sont extrêmement modiques par rapport à 9 mois d'études avec l'organisation de 4 unités distinctes, des intervenants externes, une équipe pédagogique et puis 2 unités qui sont des unités intensives. Vous voyez, et les panélistes peuvent vous en parler, il y a beaucoup de monde qui est mobilisé, non seulement durant les unités d'apprentissage, 1 et 3, mais encore davantage durant les unités intensives. Et surtout, c'est un restant à charge, je dirais, puisque plus de la moitié des coûts sont couverts par le financeur, par un sponsor qui est BHA, donc la coopération états-unienne. Donc, vous voyez, en fin de compte, on compresse au maximum. Après, ça peut rester un coût qui est significatif et dans ce cas-là, il y a plusieurs options. Vous avez, et ça a été le cas, c'est un engagement extrêmement signifiant, c'est le cas de Mohamedou qui nous partageait tout à l'heure le fait qu'il a réglé en totalité. Il y a aussi, et moi là vraiment j'insiste énormément là-dessus, c'est que si vous êtes dans l'audience aujourd'hui, si vous nous avez suivis jusque-là, c'est que aussi vous êtes dans des organisations, dans des institutions qui peuvent être intéressées à vous sponsoriser. Et on a le cas d'Action contre la faim, on a le cas de Save the Children, on a le cas de World Vision, en totalité, qui sponsorise en totalité des participants et participantes parce qu'ils valorisent la reconnaissance de ce cursus et du bénéfice non seulement pour la personne, pour les collègues et pour leurs opérations sur le terrain du bénéfice de ce cursus. Et puis, vous avez d'autres organisations qui font le choix, et ça fait partie de votre proactivité de staff dans ces différentes institutions, de prendre en charge peut-être une partie seulement. Et dans ce cas-là, c'est un dialogue entre vous et votre organisation, vos ressources humaines, les services formation, de savoir est-ce qu'on peut trouver un arrangement. Je couvre une partie de mes frais. Est-ce que l'organisation pour laquelle je travaille est prête à couvrir l'autre partie? Je vous assure que de prendre qui ne tente rien n'a rien, je dirais. Et c'est arrivé à de nombreuses reprises que les personnes ne l'imaginaient pas et puis finalement sont allées voir leur service de formation et un arrangement a pu être trouvé, a été possible. Il y a aussi, et ça a été le cas, Nathalie nous le disait tout à l'heure, de financement via des bourses. Ça reste une possibilité. Je voudrais être très honnête avec vous que ça n'est pas la majorité des participants et participantes qu'il y aura dans la cohorte 6 à venir, pour la simple et bonne raison, c'est que d'une part, le nombre est extrêmement limité cette année, ça dépend nous-mêmes de nos propres sponsoring et ce que l'on arrive à identifier. Donc, on a un nombre de bourses qui vont être limitées cette année. Et l'autre particularité, c'est qu'on a fait le choix, et ça c'est aussi un parti pris de l'université, de flécher prioritairement vers le leadership féminin, donc de sponsoriser avec ces bourses, les quelques bourses que nous allons avoir vers les candidatures féminines d'une part, et les personnels, je le disais, plutôt qui correspondent à l'échelon 1, donc personnels qui sont de pays non membres de l'OCDE, qui travaillent pour des organisations non gouvernementales de pays non membres de l'OCDE. Donc, si vous êtes dans cette configuration, vous pouvez candidater pour une bourse, mais encore une fois, je tiens à rééquilibrer un petit peu les opportunités parce que les bourses ne seront pas la première opportunité que vous aurez pour prendre en charge ces frais. Comme je vois que le temps file, je voudrais aussi insister sur le fait que les coûts, ce sont tous les coûts qui sont pris en charge sur l'unité 1, unité 2, unité 3, que les unités qui sont sur l'unité 4, lorsqu'elle est en présentiel,
les frais de transport, notamment les frais de transport internationaux et de manière générale les frais d'équipement Internet, puisqu'on encourage une bonne connexion Internet, ça, transports internationaux, notamment les vaccins et puis les connexions Internet restent à la charge de la personne ou de son organisation si elle le sponsorise. Donc vraiment, le côté sponsoring employeur est une très bonne option aussi que je vous encourage à explorer. Je voudrais laisser un dernier mot de la fin, vraiment en 1 minute, puisqu'il est 31, sur un conseil que chacune parmi les panélistes, vous voudriez offrir aux personnes qui sont dans l'audience aussi pour les encourager dans leur candidature. Un conseil. Safiatou? D'accord. Pour moi, ce cours, il est d'une richesse remarquable. Il est riche en enseignements, en connaissances, riche en découvertes de soi, découvertes des autres, et il favorise de véritables rencontres humaines. Et le conseil que je peux donner à ceux qui souhaitent de le faire, c'est de le faire, c'est de faire le choix de faire cette formation déjà. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux donner, je pense que Ségolène en a déjà parlé, c'est qu'il faut informer son entourage, que ce soit en famille ou au niveau professionnel, parce qu'il y aura des moments où ça aura un impact sur notre travail ou encore un impact sur notre famille. Donc, c'est d'être conscient que c'est prenant, mais ça nécessite juste un engagement, une communication autour de soi pour pouvoir réussir le cursus. Le temps est court, j'avais beaucoup à dire, mais je m'arrête là pour qu'on puisse avancer. Merci, Ségolène. Merci beaucoup, Safiatou. Djeneba? Je dirais ici que si on est prêt à relever le défi dans le milieu humanitaire, c'est la meilleure des formations que je puisse recommander ou conseiller à quelqu'un. Et aussi, cette formation est très importante pour notre leadership à nous, pas seulement au niveau professionnel du travail, mais il y a certains aspects sur la connaissance de soi et autres qui nous servent aussi pour tout ce qui concerne notre vie, je dirais notre vie quotidienne en dehors de nos lieux de travail. Je dirais que j'encourage mes jeunes frères ou jeunes sœurs de promotion parce que comme nous, on a déjà fini avec la formation, mais je conseille à tout nouveau, à toutes les personnes qui sont là, de ne pas laisser qu'on vous raconte qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette formation, mais oser vivre l'expérience qui est la formation de leadership humanitaire et vous ne serez jamais déçus. Je vous assure que vous allez revenir un jour aussi pour pouvoir conseiller cette formation à d'autres personnes. Merci. Merci beaucoup, Djeneba. Mouamadou? Merci. En tout cas, moi, ce que j'aurais à recommander ou bien à dire à nos panélistes, surtout aux participants de ce webinaire, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez évoluer dans l'humanitaire, et voire même dans le développement, c'est la meilleure formation que vous puissiez avoir. Et essayez de découvrir et vous allez voir, parce que je pense à l'entendre de ce qu'on nous disait, il faut faire confiance au processus. Et je pense que les personnes qui sont ici quand même, c'est des gens qui on a eu à faire pas mal de choses, mais avoir une meilleure formation dans le domaine de l'humanitaire, je pense que c'est pas évident. Donc, allez-y et il faut s'y prendre très tôt. Et j'imagine il y a énormément, on communique et on continue à communiquer là-dessus. À nos entourages, aux gens qu'on connaît, je sais que le nombre de places sont très limités. Il faut s'y prendre très tôt et surtout discuter avec vos organisations. Parce qu'en fait, je pense que maintenant, quand même, toutes les organisations ont conscience de ce qui se passe et sont prêts à sponsoriser, sont prêts à accompagner.
comme je l'ai dit, moi, j'ai payé moi-même ma formation, mais quand même, l'organisation m'a aidé à échelonner pendant en 3 séances. Donc, il y a pas mal de possibilités, mais il faut discuter et s'y prendre très tôt. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment déjà commencer à discuter avec vos organisations et essayer de trouver les moyens de vous financer cette formation qui est une excellente formation. Merci. Merci Mohamedou. Je terminerai avec Nathalie et en particulier parce que tu as reçu cette médaille que tu as évoquée tout à l'heure, cette médaille Abruzzo qui récompense en fait la personne par cohorte qui a traduit une progression que l'on estime la plus significative tout au long de l'apprentissage. Et cette médaille Abruzzo, c'est une médaille aussi à la fois symbolique mais extrêmement forte de ce que cela veut dire d'engagement et aussi de ce parcours de leadership. Je te laisse la parole pour un dernier conseil à l'audience, Nathalie. Merci. Merci, Ségolène. Je dirais que si vous voulez forger votre leadership dans le domaine humanitaire, il faut y aller. C'est une formation très riche et il y a du sérieux tout au long du processus. J'ai beaucoup apprécié. Et après la formation, vous restez en équipe. Je vais dire que vous entrez dans la formation en tant qu'individu, vous ressortez en tant que membre d'une équipe. Et une équipe qui est diversifiée et qui est prête à vous donner des conseils, quel que soit le point que vous allez évoquer. Et comme l'a dit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et n'ayez pas peur des défis, parce que tout simplement, les unités sont interliées et vous allez sortir enrichi. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter la médaille que j'ai reçue et qui fait la fierté de toute la cohorte et qui fait aussi la fierté au niveau du Burkina. Donc, allez-y, la formation, c'est du sérieux et la formation va vous donner le bagage nécessaire pour jouer votre partition dans le domaine humanitaire. Merci. Merci infiniment, Nathalie. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir pris part à ce webinaire qui, je l'espère, aura répondu au maximum de questions. Je vous renvoie évidemment vers le site internet, puisque c'est là où vous allez trouver de manière rédigée l'ensemble des informations qu'on a pu évoquer. C'est là aussi où vous allez trouver le formulaire d'inscription. Et également, vous rappelez, Mohamedou insistait dessus, sur la fin des inscriptions au 30 juillet, mais le plus tôt vous vous inscrivez, le plus tôt on reçoit votre dossier. Et donc, je vous encourage, c'est un cursus qui, chaque année, ne cesse de croître en popularité. Donc, prenez le maximum à anticiper au maximum. N'attendez pas trop longtemps pour déposer votre dossier. Et je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne suite de journée et très bonne fin de semaine à toutes et tous. Merci à nos panélistes d'avoir été présents avec nous pendant cette heure et demie. Au revoir.